Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. Je suis avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour DAF Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va, ça va. Il y a la forme? Oui, toujours. Tu as passé un bon week-end? Oui. Tu as regardé le match Real contre Oui, Osasuna? Oui, ça nous a permis de nous remettre sur les rails. Ça, c'est le championnat espagnol. Oui, mais on a quand même 7 blessés, et puis c'est pas de bon augure pour la suite des compétitions qui nous attendent. D'accord, ok. Voilà. Alors, l'actualité internationale nous emmène où ce matin? On va parler pour parler de paix au Qatar, qui entre dans une phase d'incertitude, puisque, pour ceux qui ne le savent pas, c'est à Doha au Qatar que se font les négociations entre Israéliens et membres de l'organisation du Hamas, en vue de l'obtention d'un cessez-le-feu et permettre ainsi à l'aide humanitaire d'entrer dans la bande de Gaza en contrepartie de la libération des otages qui sont retenus par l'organisation palestinienne. Et donc ces discussions qui ont lieu à Doha au Qatar se font sous les auspices non seulement du Qatar qui est l'hôte de ces discussions, mais aussi en présence des États-Unis et de l'Égypte qui sont des acteurs incontournables dans ce conflit-là. Depuis donc un an, dès le lendemain du 7 octobre, au moment où les Israéliens ont commencé à lancer justement leur offensive sur la bande de Gaza, en vue d'une part de réduire les capacités militaires du Hamas et d'autre part de tenter de mettre la main sur les otages, il y a tout de suite eu plusieurs rounds de négociations entre Israéliens et Palestiniens. Ces rounds de négociations, malheureusement, étaient dans l'impasse depuis plusieurs mois, parce qu'il faut savoir qu'en une seule année de négociations, on a obtenu une seule trêve qui avait duré à peu près 15 jours et permis la libération de quelques otages. Et donc, depuis lors, les deux parties semblaient figées sur des positions inconciliables. Le Hamas demandant que le cessez-le-feu soit permanent, et que l'aide humanitaire soit acheminée sans aucun obstacle à l'endroit, à destination des civils qui sont dans la bande de Gaza. De l'autre côté, Israël a toujours refusé tout cessez-le-feu, mais veut que, avant tout préalable, avant tout préalable qui pourra aboutir à un cessez-le-feu, ils exigent la libération de l'ensemble des otages et, si tu veux, la dissolution de la branche armée du Hamas. Donc, toutes ces deux positions-là, apparemment inconciliables, ont, depuis des mois, n'ont pas permis d'aboutir à un accord. Et donc, c'est là de cette situation que les Qataris ont fait savoir, samedi dernier, le 9 novembre, qu'eux, ils n'allaient plus, ils décidaient de se retirer des rangs de discussions entre le Hamas et Israël, parce qu'ils estimaient que les deux parties faisaient preuve d'une mauvaise foi évidente et ne semblaient fournir aucun effort pour pouvoir parvenir à un accord. Et donc, ils ont suspendu le temps que les deux parties leur prouvent leur gage de volonté, leur sérieux dans la volonté de véritablement aboutir à un accord en vue à la fois d'obtenir un cessez-le-feu afin de venir en aide aux populations civiles et que cessent les bombardements sur la bande de Gaza, et de l'autre côté permettre aussi la libération des otages dont les familles israéliennes attendent depuis des mois la libération. Et donc il faut aussi, pour comprendre, bien entendu, cette suspension du Qatar, cette suspension se fait alors qu'il y a aussi un grand changement, notamment aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'avec l'élection de Donald Trump, ce qui est clair, c'est que l'administration Biden n'a plus de poids véritablement sur ces négociations-là. Anthony Blinken avait cessé de mettre la pression, notamment sur le Qatar, pour que le Qatar oblige le Hamas à accepter, si tu veux, certains termes de l'accord proposé par les Israéliens, notamment la libération des otages, mais aussi que que aussi le Qatar décide de véritablement mettre un terme à son soutien au Hamas par le biais du fait que le Qatar est le lieu
d'exil du bureau politique du Hamas. Et donc, pour ces deux raisons-là, en dépit des pressions que Anthony Blinken et l'administration Biden ont essayé de faire peser sur le Qatar n'avait toujours pas répondu favorablement à leurs demandes, d'autant plus que pour les Qataris, il est hors de question de véritablement tourner le dos au Hamas, puisqu'ils sont l'un des rares pays qui ont la capacité de pouvoir discuter avec les dirigeants de la bande palestinienne. Et donc, face à cette situation, et comme je l'ai dit aussi, étant donné que Donald Trump va prendre ses fonctions le 21 janvier, le Qatar s'est rappelé aussi qu'en 2017, Donald Trump avait justement tenu les autorités qatariennes pour responsables dans le financement d'organisations qu'elles considèrent comme terroristes, notamment le Hamas dans la bande de Gaza et également le Hezbollah au Liban. Et donc le Qatar ne voudrait pas, selon certaines indiscrétions faites par des diplomates, notamment au journal sur la chaîne de télé Al Jazeera, la diplomatie qatarienne ne voudrait pas être tenue pour responsable en cas d'échec de ces discussions-là avant l'arrivée de Donald Trump. Et donc, en quelque sorte, ils essayent à leur manière d'essayer de mettre la pression pour parvenir à un accord rapidement avant que Donald Trump n'arrive, parce qu'il faut savoir que le 21 janvier prochain, Donald Trump sera le 47e président des États-Unis en fonction. Et donc, par rapport à cela, s'il n'y a pas d'accord, le Qatar ne voudrait justement pas que Donald Trump rentre dans un nouveau cycle isolationniste envers le Qatar, parce qu'il faut savoir qu'entre 2017 et 2019, le Qatar avait été frappé par un embargo de ses voisins, soutenu en cela par l'administration de Donald Trump. Donc, les Qataris se disent qu'en mettant la pression, notamment sur le Hamas et sur Israël, mais beaucoup plus sur le Hamas, cela va inciter, et c'est ce que les Américains aussi pensent, que cette suspension du Qatar va fragiliser le Hamas et va l'obliger à forcément accepter un certain nombre de conditions proposées par les Israéliens. Et donc, parmi ces conditions-là, il y a bien évidemment la libération de certains otages. Peut-être pas la totalité, mais au moins la libération de certains otages qui pourraient être considérés par le gouvernement israélien comme étant une avancée majeure dans sa volonté à la fois de réduire les capacités militaires du Hamas d'une part et de parvenir à obtenir malgré tout la libération des otages. Et donc c'est dans ce cas de figure-là que le Qatar, voyant que les choses ne semblent pas avancer, ont décidé de mettre un coup de pression à la fois à Israël, mais beaucoup plus à Hamas, parce que pour les Israéliens, l'arrivée de Donald Trump le 21 janvier prochain est du pain béni, même si on ne sait pas véritablement dans quel cycle le conflit, notamment dans la bande de Gaza, pourrait être, dans quel cycle est-ce qu'il va s'orienter. Dans la mesure où on sait, évidemment, on connaît parfaitement les liens très forts qui lient Benjamin Netanyahu, le premier ministre israélien, et Donald Trump. Et évidemment, on connaît aussi le rejet que Donald Trump a vis-à-vis du Qatar, qu'il considère comme étant l'un des pays qui finance le terrorisme international. Et donc, c'est en prévision d'une part de l'arrivée de Donald Trump que les Qataris décident de mettre ce coup de pression pour ne pas être considérés comme un des acteurs de cet échec et de ne pas avoir à subir de nouveau les foudres de Donald Trump. Il faut savoir que la levée de l'embargo que le Qatar avait subi avait été possible uniquement avec l'arrivée de Joe Biden en 2020 à la Maison-Blanche. Donc, on est de nouveau dans cette situation où l'arrivée de Donald Trump est en train de remodeler en quelque sorte les cartes géopolitiques sur le plan régional, et ça a un impact sur les négociations entre le Hamas et Israël, puisque l'on voit que l'un des acteurs majeurs de ces pourparlers-là a décidé lui aussi d'essayer de mettre la pression sur les deux parties. Il faut savoir que dans la foulée, le ministère des Affaires étrangères, dans un communiqué, avait annoncé également que la présence, que le bureau politique du Hamas n'avait plus sa raison d'être, sans expliquer véritablement à quoi cela correspondait. Est-ce que
Cela voudrait dire que le bureau politique du Hamas, qui était installé à Doha au Qatar, les Qataris n'ont plus l'intention de leur accorder cet asile-là, et donc c'est une manière de leur demander de quitter le territoire. Il faut savoir que le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères a expliqué qu'ils n'ont pas demandé au bureau politique du Hamas de quitter le pays, mais qu'en réalité, il s'agissait tout ça aussi rentrer dans ce cycle de pression qu'ils essayaient de mettre sur le Hamas pour essayer d'obliger l'organisation à obtenir, à faire des concessions pour parvenir à un accord. Donc on voit que de ce point de vue, l'arrivée de Donald Trump est en train d'amener les acteurs à malheureusement orienter la pression vers l'entité la plus faible des deux, le Hamas, qui est aussi affaibli par le fait que son protecteur, l'Iran, est lui aussi un peu affaibli du fait du fait de l'enlisement des négociations sur le nucléaire iranien. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, les Américains estiment, Joe Biden estime qu'en mettant la pression sur le Qatar, qui mettra la pression sur le Hamas, cela pourrait permettre d'obtenir au moins une petite avancée que l'on pourrait mettre sur le crédit de l'administration Joe Biden à quelques mois de son terme. Ce qui n'est pour le moment pas encore garanti parce qu'on ne sait pas comment va réagir le Hamas, le bureau politique d'une part, et comment est-ce que cela va se traduire sur le terrain militaire. Et donc ce qui est sûr, c'est qu'on voit là un remodèlement, un repositionnement des acteurs régionaux en vue de l'arrivée prochaine de Donald Trump à la Maison-Blanche. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.